prochains invités. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Maisonneuve, consultant chez Sémaphore, et Arnaud Lasserre, chargé de mission à la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, ministère du Travail, du Plan d'emploi et de l'insertion. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous pour clôturer cet EDEC. Ça y est, les 4 ans s'achèvent ici et maintenant. Petite larmichette, je sais pas. Non, qui veut... Non, ça va, pas tout de suite, d'accord, pas tout de suite, pas tout de suite. Pas encore, à la fin, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Avant d'échanger et de clôturer cet EDEC, je vous propose de découvrir en images le bilan de cet EDEC. On va présenter l'évaluation de l'EDEC. C'est parti. Alors on l'a dit en début d'émission, c'est le moment de dresser le bilan, d'évaluer cet EDEC pour apprendre de ce qui s'en est passé. Éric Maisonneuve, vous avez été en charge de cette évaluation qui était menée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet EDEC? On a vu quelques informations là, mais vous en retenez quoi, vous? D'abord, bonjour à toutes et tous. Alors, il y a pas mal de choses à dire, mais j'ai 10 minutes, donc je vais évidemment... Non, c'est bon, on a 4 heures. On nous l'a dit dans l'oreillette. Finalement, parfait. On a eu une rap sur la location de... Voilà, la pause déjeuner est décalée. Non, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Vous avez vu là déjà un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données clés. Moi, j'ai envie de revenir sur 3 points. En tout cas, de structurer mes propos autour de 3 points. Un premier point plutôt sur la manière dont cet EDEC a vécu, la manière dont il a été construit, la manière dont il s'est déployé. Voilà, donc je vous propose peut-être déjà de commencer par ça, et puis après on verra plutôt les effets. Ouais. Et puis, pour conclure, comment est-ce que ça va pouvoir vivre maintenant, à partir de demain, puisque effectivement c'est la journée de clôture de l'EDEC. Alors comment ça a vécu? Comment il a vécu cet EDEC avec une crise sanitaire en plein milieu, quoi? Alors effectivement, on peut peut-être commencer par ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des vents contraires qui sont apparus assez rapidement. Pas tout de suite, hein, puisque l'EDEC, c'est... un lancement en 2018, mais effectivement, 1 an et demi plus tard, début 2020, voilà. La crise Covid arrive. Cela étant, ça c'est un vent contraire que tout le monde a en tête. Il y a le deuxième vent contraire qui a été présenté très rapidement dans la vidéo, qui est aussi, alors vent contraire mais aussi vent propulseur dans les deux sens. C'est la loi sur l'avenir professionnel de 2018 qui est venue quand même bousculer l'organisation institutionnelle de la formation et de l'accompagnement à la montée des compétences, enfin à la montée en compétences. Et ça a eu un effet à la fois sur la structure porteuse de l'EDEC, l'OPCO 2I,
qui était un OPCA auparavant, avec un périmètre et des compétences qui ont évolué et qui ont créé, je dirais, un petit trou d'air de fait, puisqu'il a fallu quand même réorganiser institutionnellement le fonctionnement de l'ensemble des opérateurs de compétences, enfin, particulièrement celui de la chimie, enfin de l'inter-industrie. Donc ça, c'est forcément un élément qui a joué dans la dynamique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré donc ces éléments-là, la dynamique a été positive. Et alors, je pense que d'une part, on a eu l'occasion d'évaluer quelques autres EDEC et puis d'échanger évidemment avec la DGEFP. Il y a quand même une dynamique collaborative, partenariale qui s'est mise en place dès la construction, qui est intéressante, qui est associée de l'ensemble des partenaires. Alors, c'est, je dirais, le cas de tous les EDEC, mais l'implication de l'ensemble des partenaires a été réelle tout au long de la mise en œuvre de l'EDEC, et je pense en particulier aux organisations syndicales, aux organisations de salariés, 2 organisations de salariés qui ont été présentes tout au long, et vous aviez juste sur la table ronde précédente un représentant de ces organisations. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne constate pas forcément dans tous les EDEC. Et par ailleurs, alors ça c'est la configuration des acteurs, mais la manière dont ça a été vécu, et là tous les acteurs qu'on a eu en entretien l'ont confirmé, la manière dont ça a été animé, il y a eu véritablement des débats, une écoute, de la confrontation d'arguments, de points de vue de la part de ces différents acteurs pour construire une vision commune, partagée, etc. Ça a pu prendre du temps, ça a été souligné, il y a eu de nombreux débats, mais je crois que c'est un des facteurs de réussite que l'on peut souligner. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette évaluation a été construite. C'est à peu près 1 an de travail. Pour moi, elle reflète cette dynamique, puisque si je récapitule, on a eu 4 comités de pilotage, 2 comités techniques, 2 ateliers avec le comité de pilotage, mais en format vraiment atelier de travail, on échange, on construit ensemble, etc. Donc vous voyez une dynamique collective quand même qui, je pense, en tout cas sur les travaux qu'on a conduits, reflète la dynamique globale de cet EDEC. Les effets de cet EDEC, quels sont-ils ? Alors, sur les effets, il y a peut-être un petit préalable qu'il est important de faire ou de refaire. C'est que initialement, l'EDEC avait pour une ambition forte qui était de couvrir 3 champs de transition: les transitions numériques digitales, les transitions écologiques et les transitions énergétiques. Et en fait, assez rapidement, notamment sur la base d'une étude commandée par l'Observatoire des industries de la chimie, assez rapidement, en fait, l'enjeu numérique est ressorti comme étant le plus prégnant. Et finalement, l'EDEC s'est centré, c'est vraiment ciblé sur cet aspect-là. Et il me semble que ce que l'on peut retenir, en tout cas c'est ce à quoi aboutissent les travaux d'évaluation, c'est que ce ciblage-là a été un facteur de réussite. C'est-à-dire que on a évité la dispersion, on a évité de courir plusieurs lièvres à la fois, et ça a permis vraiment d'aller en profondeur sur ce sujet des transitions numériques. Donc ça, c'est un premier préalable qui me semble important. Ensuite, dans ce qu'on a regardé, dans une démarche d'évaluation, on s'intéresse systématiquement à l'articulation des actions, des dispositifs entre eux. Et là, alors c'est à la fois le regard des acteurs, notre regard extérieur, et en partie le regard des bénéficiaires, les entreprises et les salariés. On a une bonne articulation des actions, des modalités d'intervention. Je nuance juste un tout petit peu du côté des entreprises et des salariés, c'est qu'ils n'ont pas forcément eu la vision globale des actions de l'EDEC, donc ils se sont exprimés sur ce qu'ils connaissaient. Et sur ce qu'ils connaissaient des actions de l'EDEC, ils confirment la bonne articulation. Après, nous, les constats qu'on a faits, c'est que, et l'analyse que je vous livre, ce qui est particulièrement intéressant vis-à-vis des entreprises, et ça a été souligné aussi dans les interventions précédentes, c'est qu'on a une hétérogénéité assez forte en fait des entreprises en termes de taille d'entreprise. C'est une évidence, vous le savez, mais derrière, et certains effectivement intervenants qui m'ont précédé l'ont évoqué, c'est aussi en termes de maturité par rapport à ces questions-là. À la fois maturité en termes de stratégie RH et maturité
digitale, numérique, dans le fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les différents types d'actions permettent de répondre à cette diversité. C'est-à-dire qu'on a eu des actions de sensibilisation. Les web TV, par exemple, alors qui se sont arrêtés malheureusement trop vite du fait du Covid, mais qui ont connu un vrai succès. On avait une deuxième modalité d'intervention qui était par exemple l'autodiagnostic numérique, où là, l'entreprise, elle est déjà sensibilisée et elle se dit, chez moi, qu'est-ce que ça pourrait donner? Quels seraient les axes sur lesquels je pourrais m'engager? On a le troisième niveau, c'est, j'ai envie de dire, le passage à l'acte. Et ça, c'était l'accompagnement au diagnostic qui permettait des entreprises, qui permettait du coup de dire, on pose le diagnostic, on identifie les enjeux clés et on se met en mouvement. Et puis, on a eu le quatrième niveau, le plus intégré, qui a fait l'objet d'une table ronde spécifique, c'est l'accélérateur. Où là, l'accélérateur proposait finalement une approche complète, qu'on peut dire systémique, aux entreprises pour prendre en compte l'ensemble de leurs composantes et la place du numérique dans cet ensemble-là, et se dire quelle est la composante ou les quelques composantes sur lesquelles il faut que j'accentue mes efforts. Donc ça, cette complémentarité-là, je crois qu'elle est vraiment intéressante à souligner. Si on s'intéresse maintenant aux salariés, puisqu'on avait ces deux niveaux de bénéficiaires, les salariés nous ont retourné plutôt une satisfaction, là aussi, par rapport à ce qui a été mis en place. Alors, ce n'est pas un satisfecit à 100%, mais globalement, quand même, les dispositifs, notamment à travers l'hybridation, la formation ouverte à distance, l'articulation, effectivement, hybridation en tant que telle, les réflexions sur la FEST, PIX, avec cette solution modulaire. Et on arrive finalement, le digital dans la formation permet aussi aux salariés de choisir le bon moment pour qu'ils se forment, et donc on n'est plus en temps contraint, on est sur cette dimension-là. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de le souligner. Et puis, il y a la dimension certification, que M. Philips a rappelé, qui peut être aussi un élément important dans le parcours d'un salarié. On a quand même quelques recommandations à faire, et c'est normal, c'est aussi l'objet d'une évaluation que de dire qu'est-ce que l'on peut demain améliorer. Il y a quelques actions qui sont un petit peu plus en retrait en termes de réalisation, qui n'ont pas complètement... Alors, c'est pas qu'elles n'ont pas pu rencontrer leur public, mais en tout cas, les conditions font que ça n'a pas pu aller complètement au bout. C'est le cas en particulier de la FEST, donc action formation en situation de travail, où il y a eu un vrai travail d'adaptation de la FEST aux entreprises des industries de la chimie, et en particulier aux petites et moyennes industries. Donc tout ce travail-là a été mis en place. Par contre, le déploiement dans les entreprises qui était prévu a été alors contrarié par le Covid, ou la Covid, mais ce n'est pas le seul élément quand même qui est venu contrarier le déploiement. Par ailleurs, les quelques entreprises qui souhaitaient s'engager à titre d'expérimentation avant déploiement grandeur nature ont eu du mal avec, en fait, d'une part, une forme de lourdeur administrative de la démarche, et d'autre part, la nécessité de mobiliser des moyens en interne. Et ça, on le retrouve dans toutes les évaluations qu'on réalise, où la FEST est un des objets d'évaluation. On retrouve cette problématique de mobiliser des agents, des collaborateurs en interne pour jouer ce rôle de tuteur, d'accompagnateur de la personne formée. Et ça pose aussi la question de la formation de ces tuteurs. Et donc, on s'est confronté effectivement à cette difficulté. À cette difficulté. Voilà. Tout est dans le document, hein, qui fait... Exactement. 543 pages. Non, un peu moins quand même. Un peu moins. Mais c'est très complet vraiment, le document qui a été remis d'ailleurs tout à l'heure en début d'émission. Comment ça va vivre dans le futur, en quelques mots? Alors, quels sont les précos? Oui, alors on a des précos, mais en fait qui sont plutôt du prolongement de ce qui est déjà esquissé. C'est-à-dire que la préconisation, c'est plutôt de dire continuer, puisqu'en fait, les actions de valorisation et de capitalisation ont déjà été réfléchis, en particulier dans le cadre du comité de pilotage, et action par action, il y a des modalités. Donc, les sites qui ont été évoqués, et qui figuraient d'ailleurs dans la petite vidéo introductive, Le numérique et vous,
est un lieu de capitalisation de l'ensemble des produits, les livres blancs qui ont été évoqués, les outils numériques, etc. France Chimie, l'AFIPEC et FEBA vont également relayer ou ont déjà relayé ces éléments-là. Et puis par ailleurs, il y a l'Observatoire des industries de la chimie qui est en cours de finalisation et de déploiement, qui va être vraiment, j'ai envie de dire, le lieu ressource qui permettra eh bien, à chaque acteur, chaque PMI, chaque industrie, d'aller retrouver ce qui a été produit dans le cadre de l'évaluateur est content alors. L'évaluateur donne une très bonne note. L'évaluateur donne effectivement une bonne note avec quelques voies d'amélioration que j'ai pu évoquer, mais on est globalement sur une évaluation qui est positive. Merci beaucoup pour voilà, cette évaluation. Arnaud, j'ai envie de me retourner vers vous. Quel retour vous souhaitez nous faire part, vous, par rapport à l'ensemble du dispositif, des retours positifs, peut-être des axes d'amélioration? La voix de l'État est importante en tant que co-signataire de cet EDEC. Oui, bonjour. Donc, beaucoup de choses ont été dites déjà dans le cadre de l'évaluation. On va un peu relayer aussi tous ces éléments. Alors, évidemment, satisfaction pour l'État, qui a donc cofinancé ce dispositif depuis 2018. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est le rôle du comité de pilotage et la gouvernance en fait, du dispositif. C'est pas évident, donc c'est un accord quand même qui est paritaire. Donc on a les fédérations patronales, les fédérations syndicales, on a l'État et on a l'OPCO. Donc il faut arriver à faire travailler toutes ces personnes ensemble. Dans le cadre donc, des thématiques emploi compétences, c'est assez facile. Mais j'ai pu voir dans certains accords où en fait il y avait une espèce de côté revendicatif parfois, où on est dans la négociation qui revenait dans ces EDEC-là. Donc c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, voilà, c'est de faire travailler en fait l'ensemble de la branche autour de ces thématiques-là. Donc il y a un gros travail. Qu'on parlait tout à l'heure, des comités de pilotage, des comités de suivi. Alors c'est action par action. Et moi, je tiens à souligner l'implication de l'OPCO 2I et puis de France Chimie, surtout le back-office, parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe derrière, mais c'est vrai que le parcours de nouveaux entrants, par exemple, c'est très long à mettre en place. Il y a du contenu, il y a des vidéos, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Et je vois Bérangère qui sourit, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on ne le voit pas forcément non plus parce qu'on n'assiste pas forcément à toutes les réunions en tant qu'État, parce que personnellement, je gère 6 ou 7 accords EDEC. Et vous mesurez les effets. Donc on voit effectivement qu'il y a un investissement qui est important, et on le voit après dans la satisfaction des utilisateurs. Donc c'est ces points-là positifs. La souplesse du dispositif aussi, parce que le dispositif EDEC, initialement, on avait une durée de 3 ans. Mais effectivement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est transformation des OPCO en OPCO, la crise sanitaire. Donc on a pu permettre effectivement en tant que cofinanceur de donner une souplesse dans la durée pour la mise en œuvre des actions, et aussi de pouvoir, on va dire, finir l'évaluation dans de bonnes conditions. Donc c'est quelque chose qu'on est plus souple que certains autres dispositifs, par exemple gérés par l'État. Après, autre point de satisfaction, c'est un peu tout ce qui remonte en fait des bénéficiaires, que ce soit des entreprises. Alors on l'a vu sur l'accélérateur, effectivement, on l'a vu sur l'autodiagnostic numérique. C'est des outils qu'on a développés dans pas mal de secteurs à cette période-là. C'était un peu le sujet à la mode. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on partirait plus effectivement sur transition écologique, et autre sujet à la mode aussi, c'est métier en tension. Voilà, on partirait là-dessus si on devait faire quelque chose avec la chimie. Ça s'est passé aussi, je crois. Voilà, non, mais on a des outils, donc autant les utiliser. Et après, effectivement, point positif aussi, à la satisfaction des salariés. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir la satisfaction des bénéficiaires d'actions, parce que au niveau de la temporalité, on évalue alors que les actions ne sont pas ou peu mises en œuvre. Donc c'est toujours un peu un exercice un peu compliqué, même pour les évaluateurs, d'avoir suffisamment de recul pour avoir de la matière. Alors il y a la matière théorique, il y a l'outil, il y a le contenu d'études par exemple, mais le retour des bénéficiaires n'est pas toujours évident. Après, est-ce qu'on peut parler de points négatifs? Je ne pense pas. Il y a toujours des difficultés. Non, il y a des difficultés à noter. Alors, il y a notamment 2 actions qui étaient initialement prévues au départ, qui n'ont pas pu être mises en place, notamment sur la VE. Alors, c'est la vie d'un EDEC, je dirais. On se rend compte à un moment donné qu'en fonction du contexte ou de l'avancée des autres projets,
une action ou 2 actions n'ont plus leur intérêt à ce moment-là. Oui. Donc soit on les il y a eu transforme. beaucoup de changements au milieu aussi. Voilà, beaucoup de changements au milieu. Donc soit on transforme les actions, soit ce qu'on peut faire, c'est réutiliser les crédits qu'on a pour faire soit de nouvelles actions, soit donner une envergure plus importante à d'autres actions. On parlait par exemple de Pix, effectivement, on aurait pu redéployer des crédits pour acheter des crédits supplémentaires. Après, autre point un peu négatif, c'est parfois la difficulté de mobiliser les entreprises. Alors on a eu l'impression que c'était facile quand on a présenté aujourd'hui tous les éléments. C'est pas toujours évident, on parlait de la FES tout à l'heure. Je pense que ce qui est plus facile pour les entreprises, c'est de s'investir une fois que l'outil est disponible. Au moment de la création, on a souvent besoin de relayer auprès des entreprises pour trouver des candidats. Ça fonctionne. C'est compliqué par contre, parce que effectivement pour des questions de temps, de mise à disposition de personnes, sur la durée, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accélérateur, mais c'est quand même 1 an et demi de formation, donc ça prend du temps. Donc il faut que les personnes qui s'engagent dans ce dispositif-là, dès le départ, soient prêts à assurer ces 18 mois de formation. Donc c'est quelque chose à réfléchir mûrement avant de s'engager. Et après, effectivement, sur des actions comme la FES, ça prend du temps, il faut dégager des ressources. C'est un peu le problème de tout ce qui est formation. Alors maintenant, effectivement, avec les nouveaux outils, c'est plus facile pour les entreprises de libérer leurs salariés pour aller se former. C'est la digitalisation qui permet aussi tout ça. Très bien. Et enfin, dernier point, alors c'est plutôt un point d'intention, mais on en a parlé aussi, c'est dans les préconisations, c'est la suite. Parce que on va parler un peu crûment, mais le cofinancement de l'État s'arrête à un moment donné. Et l'effet levier qu'a permis ce cofinancement, c'est la création d'outils. Après, ce qui est important, c'est le relais. Donc le relais par la branche, le relais par locaux. C'est ne pas perdre en fait le bénéfice de tout l'investissement qui a été fait pendant ces 4 ans, et de permettre de faire vivre et de faire évoluer aussi ces outils. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, l'outil peut se révéler peut-être un peu dépassé par rapport aux besoins des salariés ou des entreprises. Merci beaucoup Arnaud. Merci. On l'aura compris, l'aventure est en marche, il faut faire vivre ces outils, avoir des relais. Merci beaucoup Eric également pour cette évaluation. On passe à la toute dernière partie, on va remercier toutes les personnes qui ont travaillé pendant ces 4 ans. C'est parti.